Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art et des curieux, avec Célia Morand. Pour cet épisode, remontons au milieu du 19e siècle en Angleterre et découvrons ensemble l'histoire du Crystal Palace. Si je vous dis exposition universelle et ses monuments, vous pensez normalement à la Tour Eiffel et au Grand Palais pour la France. Mais si on traverse la Manche et que l'on regarde leur équivalent en Grande-Bretagne, on pense alors au Crystal Palace. Avant de commencer, je vous précise que vous pouvez retrouver les images liées à cette construction mentionnée dans cet épisode sur Instagram, sur la page Art et Culture Podcast tout attaché, et sur le blog La Balançoire de Fragonard. Bonne écoute! L'histoire de ce palais commence en janvier 1850, lorsque la Great Exhibition Commission, ou Commission de la Grande Exposition, est créée, avec pour but d'organiser, vous l'aurez deviné, la Grande Exposition de Londres en 1851. Mais d'où vient cette subite envie d'organiser une exposition internationale ? Pour cela, remontons un petit peu dans le temps, environ un siècle avant, en France sous les Lumières. Au cours de cette période, on observe un intérêt grandissant pour le savoir, les sciences et surtout la technologie, comme on peut le voir avec la publication et le succès de l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par Diderot et d'Alembert. Les savoirs sont alors publiés, partagés au plus grand nombre, et des évolutions et améliorations peuvent ainsi être faites sur ces savoirs. Dès la fin du XVIIIe siècle s'organise à Paris l'exposition des produits de l'industrie française, dont le but était, je cite, d'offrir un panorama des productions des diverses branches de l'industrie dans un but d'émulation. Entre 1798 et 1849, 11 expositions sont réalisées accueillant toujours plus d'exposants. On passe de 110 en 1798 à plus de 5000 en 1849. Il est fort probable que le prince Albert, époux de la reine Victoria, alors soucieux de promouvoir la grandeur de son royaume à travers le monde, ait eu l'idée de s'inspirer de cet événement pour sa grande exposition. Mais qui dit grande exposition dit besoin d'un lieu pour l'accueillir, car alors aucun bâtiment n'est assez grand pour cela dans la capitale anglaise. On lance alors un concours auprès d'architectes pour dessiner le plan de ce palais capable d'accueillir un grand nombre de visiteurs avec quelques contraintes. Créer un bâtiment temporaire, simple, aussi bon marché que possible et rapidement constructible car l'exposition doit être inaugurée le 1er mai 1851. En 3 semaines, la commission reçoit plus de 245 propositions anglaises mais aussi internationales, car la plus lointaine provient alors d'un architecte australien. Après l'étude de toutes ces propositions, 2 plans sortent du lot. Celui de l'Irlandais Richard Turner, à l'origine entre autres de la serre des palmiers dans les jardins de Kew, avec Decimus Burton, et celui du Français Hector Oraux. Mais, après plus d'analyses, les 2 sont refusés, en partie à cause de leur coût élevé. De plus, on hésite encore sur le choix du lieu pour un tel bâtiment. Faut-il l'installer à Hyde Park, à Battersea Park, sur la Isle of Dogs, dans le Victoria ou dans le Regent's Park ? On choisit finalement Hyde Park, localisation soutenue par le journal The Times. Et ce bâtiment, qui va le dessiner et à quoi va-t-il ressembler ? Tous les architectes et tous les plans proposés ayant été annulés, que faire ? La solution est apportée par Joseph Paxton, que l'on présente souvent comme un jardinier, mais qui a déjà à l'époque une renommée internationale dans le paysagisme. En 1850, il est le jardinier en chef à la Chatsworth House, dans le nord de l'Angleterre, et c'est aussi un paysagiste pour ceux qui ont besoin de ses services. Il est à l'origine, entre autres, du plan du parc public de Birkenhead qui aurait inspiré les créateurs de Central Park à New York, rien que ça. Mais sa plus grande réussite, quand on fait appel à lui, c'est la Great Stove, ou la plus grande serre botanique couverte de petits panneaux en verre avec une structure en bois laminé et en fonte préfabriquée, construite pour les jardins de la Chatsworth House en 1836. Confiant et certain de ce qu'il propose, il rencontre la commission et dessine au cours de cet entretien un plan sur un morceau de papier rose, aujourd'hui conservé au Victoria and Albert Museum. La commission est intriguée par cette proposition et lui demande donc de revenir vers elle au plus vite, avec des plans détaillés, tous les calculs et les coûts de construction. Il revient vers eux 2 semaines plus tard avec un plan très similaire au brouillon laissé à la commission et surtout avec un budget très bas. Il estime alors le coût de son bâtiment à 85 800 livres contre plus de 300 000 livres pour Richard Turner. Vous allez me dire qu'avec une telle différence de prix, il y a forcément des faiblesses, des manques, des matériaux moins qualitatifs, mais pas du tout. On retrouve une structure en fonte dont le tarif reste faible car chaque poteau est réalisé à la chaîne et uniformément.
il pouvait donc être utilisé à différents endroits de la construction. Les progrès liés à l'industrialisation du pays portent leurs fruits. Il en est de même pour les vitres utilisées. Chacune des vitres du bâtiment mesure alors 120 cm de long sur 25 cm de large, les plus grandes possibles à cette époque. Quelques petites modifications ont été faites sur le plan initial avant le commencement de la construction. Paxton ajoute une voûte en berceau traversant la partie centrale du bâtiment afin de surélever la hauteur de la structure et ainsi pouvoir conserver de vieux arbres présents dans le parc. La construction est donnée à l'entreprise Fox, Henderson & Co. et les travaux commencent dès le mois de juillet 1850. Et ils n'ont pas de temps à perdre, la date du 1er mai 1851 est toujours bloquée pour l'inauguration de la grande exposition. Au total, 5000 ouvriers travaillent à un moment ou l'autre sur la structure métallique avec un record de 2000 employés sur le chantier en même temps. 80 vitriers s'occupent de couvrir la structure métallique de glace et ils ne chôment pas. Ils arrivaient à installer 18 000 vitres par semaine. Oui, 18 000. Pour se faciliter la tâche, ils ont inventé des chariots qui roulaient sur la structure métallique, accélérant et facilitant leur déplacement en hauteur avec des feuilles de verre à installer. Le Crystal Palace est terminé au bout de 7 mois de construction. C'est alors la plus grande construction en verre du monde, avec des mesures incroyables. 563 mètres de long, 139 mètres de large sur 39 mètres de haut. Sa superficie correspond à 3 fois celle de la cathédrale Saint-Paul de Londres. 4000 tonnes de fonte sont utilisées pour ce projet, soit juste la moitié moins que la Tour Eiffel. Comme prévu, le palais est inauguré le 1er mai 1851. Plus de 2500 personnes sont admises dans le palais ce jour-là pour voir la reine Victoria déclarer l'ouverture de cette exposition. Parmi les invités célèbres présents, on peut citer Charles Dickens, Karl Marx, Charles Darwin, Lewis Carroll ou encore Émilie Brontë. La reine Victoria indique même plus tard que, je cite, « Cette journée est une des plus grandes et des plus glorieuses de sa vie ». Le nom du prince Albert étant lié à tout jamais avec cet événement. Après avoir visité le palais de glace, la reine inaugure la Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, ou Grande Exposition universelle des travaux de l'industrie de toutes les nations, qui dure jusqu'au 15 octobre 1851. L'exposition est un véritable succès. Il y a en moyenne 42 831 visiteurs par jour. Oui, par jour. Mais que voir sur place ? Les visiteurs avaient alors l'embarras du choix parmi les 100 000 objets présentés, partagés entre 15 000 exposants, le tout divisé en 4 catégories, matières premières, machinerie, fabricants ou constructeurs, et beaux-arts avec de la sculpture et de l'architecture, mais pas encore de peinture. Que ce soit la plus grande fontaine en cristal, haute de plus de 8 mètres de haut, qui les accueillait dès l'entrée de l'exposition, ou bien des pierres précieuses incroyables comme le Koh-i-Noor, alors le plus gros diamant découvert en Inde, ou encore le Darya-i-Noor, un des diamants roses les plus rares du monde, les objets extraordinaires ne manquaient donc pas. L'histoire était aussi représentée avec la présentation de la broche irlandaise Tara, réalisée au début du 8e siècle par le peuple celte et découverte un an seulement avant l'exposition. Pour la musique, C.C. Hornung de Copenhague présente le premier cadre en fonte, d'une seule pièce pour les pianos en Europe. Le télescope Trophy, surnommé ainsi car il est alors considéré comme le trophée de l'événement, fait aussi parler de lui avec ses dimensions impressionnantes. La lunette astronomique mesure alors 5 mètres de long. Autre nouveauté au cours de l'exposition, avec les premières toilettes publiques, que les visiteurs pouvaient utiliser pour un penny. Ce qui donne par la suite l'expression en anglais « spending a penny » ou « dépenser un penny » pour signifier le besoin d'aller aux toilettes. On sait, au total, que 827 280 personnes ont utilisé ces commodités tout au long de l'exposition. Au total, 6 millions de personnes sont venues visiter la grande exposition, soit près d'un tiers de la population britannique à cette date. Et comment faire pour que le palais ne devienne pas un véritable four entre ces milliers de visiteurs et son déroulement au cours du printemps et l'été 1851 ? Vous me direz que la météo aide, certes, mais il peut quand même faire chaud en Angleterre. Paxton avait pensé à tout et avait même prévu différents éléments dans son bâtiment pour permettre une circulation de l'air avec des ouvertures mécaniques sur les côtés de son édifice que l'on pouvait ouvrir pour accélérer l'aération. Mais aussi en laissant un très faible espace entre chacune des planches du sol de la structure, permettant ainsi à l'air de circuler dans le palais de verre en étant inspiré par le sol, l'air était alors plus frais, et rejeté ensuite chaud par ces ouvertures. Quel était le prix pour visiter cette exposition ? Les tarifs évoluent au cours de l'événement.
Les tickets les plus chers étaient à 3 guinées pour les hommes, ou près de 300 € en 2015, et 2 guinées pour les femmes, pour des entrées illimitées sur toute la période de l'événement. Puis, on retrouve des billets à 1 pound, 1 livre, pour les entrées quotidiennes, mais seulement pour les 2 premiers jours de l'événement, permettant ainsi l'accès uniquement aux plus riches de la société. Puis le tarif continue de diminuer, arrivant à 5 shillings par jour jusqu'au 26 mai, et ensuite uniquement 1 shilling, donnant alors aux classes moyennes et aux classes les plus pauvres la possibilité de visiter et de découvrir les créations du monde entier. Et pour inciter les classes moyennes à visiter cette exposition, on observe aussi des réductions proposées pour les personnes qui habitaient alors loin de la capitale. Leur objectif est vraiment d'attirer un maximum de visiteurs qui pourraient alors être inspirés par ce qu'ils verraient dans l'exposition et peut-être créer de nouvelles machines, de nouvelles techniques, continuant ainsi de faire rayonner la puissance britannique à travers le monde. La Great Exhibition ferme ses portes au public le 15 octobre 1851. Cet événement est un succès et c'est une des rares expositions universelles à faire un bénéfice. La commission récupère 186 000 livres qui sont ensuite réinjectés dans un nouveau projet d'envergure, développer un pôle de culture et de recherche dans le quartier de South Kensington avec la création du Victorian Albert Museum, du Science Museum et du musée d'histoire naturelle. Mais que faire du Crystal Palace maintenant que l'exposition est terminée ? Le Parlement suggère sa destruction puisqu'il ne peut pas rester dans Hyde Park, mais beaucoup de gens s'y opposent. Un consortium propose le déplacement du monument au sud de Londres. Cette proposition est acceptée puisqu'il finance le projet, mais ce projet est très coûteux. Le déplacement et la reconstruction du palais de glace sur son nouvel espace ont coûté 1,3 million de livres ou plus de 129 millions de livres actuels, somme astronomique quand on connaît le prix de construction initial correspondant à environ 16 millions de livres actuels. Le palais final ne ressemble alors plus du tout au palais de base. On a augmenté la taille de la voûte, on a ajouté des voûtes en berceau dans les ailes du bâtiment, on change la hauteur des galeries. Bref, ce n'est plus le Crystal Palace de l'exposition universelle, mais cela devient le Crystal Palace de Sydenham Hill. Ce nouveau palais est alors utilisé comme musée, pour montrer l'évolution de la civilisation avec des espaces pour représenter la civilisation égyptienne, la civilisation romaine, la civilisation grecque. Les jardins extérieurs sont aussi aménagés pour montrer l'évolution. On demande alors à Benjamin Waterhouse Hawkins de créer 33 sculptures de dinosaures nouvellement découverts. Certaines de ces sculptures d'animaux étranges ne ressemblent alors pas du tout à des dinosaures. Les sculptures sont toujours dans le parc si vous avez envie d'aller y jeter un coup d'œil. Quels événements sont organisés dans ce nouveau palais de cristal ? Si on regarde la liste des expositions réalisées dans ce bâtiment, on se rend compte que tout a été présenté. La première exposition d'aéronautique et automobile en Angleterre, le premier show international de chats, présenté en 1871, des shows sur les pigeons, sur les chiens, sur les plantes et même sur le miel. Le palais est aussi un espace pour les concerts, pouvant accueillir un grand orchestre. Et c'est ici que le festival d'Arndel était présenté au public. Au cours de la Première Guerre mondiale, l'espace est réquisitionné par la Royal Navy qui l'utilise alors comme base de formation pour ses soldats, ce qui explique qu'après la guerre, on utilise le palais comme un musée impérial de la guerre. Mais le bâtiment se dégrade et les frais pour le restaurer sont vraiment trop élevés. Les caisses n'arrivent plus à se remplir car ils avaient à cette époque, en plus, décidé de fermer le palais aux visiteurs le dimanche, alors que c'était le seul jour de congé pour de nombreux ouvriers. Mais le drame arrive dans la nuit du 30 novembre 1836. Le palais est détruit en quelques heures par des flammes immenses. Les récits de cet incendie expliquent que les flammes étaient visibles dans les 10 km à la ronde. Personne ne peut rien faire pour arrêter cette catastrophe. Le bâtiment est totalement détruit. Churchill indique après cette terrible nuit que « This is the end of an age » ou « C'est la fin d'une époque » en français. Les Anglais sont alors bouleversés par la destruction de cet emblème de la puissance britannique à l'échelle de la planète, mais aussi car 10 jours plus tard, le roi Édouard VIII abdique afin de pouvoir se marier avec l'amour de sa vie, Wallis Simpson, américaine 2 fois divorcée. Le peuple y voit alors comme un présage ou une sorte de chute de la grandeur de leur pays. Dans les années 2000, on a vu apparaître des projets de reconstruction d'un palais de verre dans le sud de Londres en souvenir du Crystal Palace. Mais ces projets sont rapidement abandonnés car Londres n'a plus besoin de ce grand espace d'exposition car d'autres lieux sont déjà construits et utilisés à cette fin, au plus grand regret de nombreux passionnés de l'époque victorienne et nostalgiques de cette époque de grandeur britannique.
J'espère que cet épisode vous aura appris plein de nouvelles choses sur l'histoire du Crystal Palace, son rôle essentiel pour la première exposition universelle et son importance comme symbole de la puissance britannique au 19e et 20e siècle. N'hésitez pas à vous abonner à Agriculture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie et à me suivre sur Instagram sous le pseudo Agriculture Podcast tout attaché ou Facebook sur la balançoire de Fragonard pour les annonces des prochains podcasts. À bientôt pour de nouvelles découvertes.